Le Tour d'écrou d'Henry James, dans une adaptation de Jean Pavan, d'après sa propre traduction. C'était une histoire macabre, comme devait naturellement l'être un étrange récit fait dans une vieille maison à la veille de Noël. Les victimes y étaient des enfants, et cela donnait un tour d'écrou supplémentaire à la terreur. C'est une femme qui l'a écrite. Elle m'a envoyé son cahier intime peu avant sa mort, il y a une 20aine d'années. C'était la gouvernante de ma sœur. Son histoire s'était produite lors de son premier emploi. Elle ne l'avait jamais racontée à personne. Elle avait été engagée par un séduisant célibataire, tuteur de 2 petits orphelins, un neveu et une nièce. Ses enfants se trouvaient à la campagne, dans sa demeure de Bly, que dirigeait une brave femme, Mrs. Grove. Le garçon, Miles, passait un trimestre à l'école et devait revenir pour les congés. La fillette, Flora, était encore trop petite pour quitter la maison. Tous deux avaient eu une gouvernante, une jeune femme charmante et respectable, mais qui soudain avait disparu. Notre propre jeune femme, elle-même très charmante et très respectable, était chargée de la remplacer. Son employeur y mettait une condition. Elle ne devait pas l'ennuyer. Elle ne devait jamais faire appel à lui, ni lui écrire, en aucun cas. Elle se contenterait de recevoir de l'argent, de prendre le contrôle de tout, en le laissant tranquille. Elle a promis de s'y tenir. Il lui a tendu la main pour la remercier, et elle ne l'a plus jamais rencontré. Voici comment elle raconte son effrayante aventure. Je me souviens de tout le commencement comme d'une succession d'élans et de découragements. Un rythme serré et alterné de bonnes et de mauvaises pulsations. J'ai passé de longues heures dans une diligence brinque-ballante. Une carriole m'attendait à la grille du domaine de Bly. La campagne, radieuse en ce doux après-midi de juin, semblait m'adresser un amical signe de bienvenue. Et puis la maison m'est apparue. Je me rappelle la large et limpide façade, ses fenêtres ouvertes, ses frais rideaux. Je revois la pelouse, les fleurs éclatantes, les épaisses frondaisons au-dessus desquelles les freux tournoyaient et croassaient dans le ciel doré. Mrs. Grove, une femme mûre, simple, soignée, saine, robuste et laide, m'a accueillie sur le perron en tenant par la main la fillette la plus ravissante que j'ai jamais vue. La petite Flora m'a fait la plus gracieuse des révérences et la brave femme m'a adressé un large sourire. Alors je n'ai pas pu m'empêcher de me demander à quoi ressemblait Miles, son frère. Et le jeune garçon, est-ce qu'il est aussi gentil ? Oh oui, mademoiselle, très gentil. Si cette petite vous plaît, vous serez conquise par le petit monsieur. Je suis facilement conquise. C'est parce que leur oncle m'a conquise que je suis ici. Eh bien, mademoiselle, vous n'êtes pas la première à l'avoir été. Et vous ne serez pas la dernière. Je n'ai aucune prétention d'être la seule. N'importe. Si j'ai bien compris, mon autre élève revient demain ? Pas demain. Vendredi, mademoiselle. Il arrivera comme vous par la diligence. Le lendemain, je me suis dit que ma première tâche était de gagner la confiance de la petite Flora. Je lui ai déclaré, à sa grande joie, qu'elle et elle seule pouvaient me faire visiter les lieux.
Alors elle m'a guidée pas à pas, pièce par pièce, secret par secret, dans des salles vides et de sombres corridors, des escaliers biscornus qui m'ont essoufflé, et même au sommet d'une vieille tour carrée à Machicoulis, qui m'a donné le vertige. Le soir même, je trouvais au courrier une lettre pour moi. C'était un bref message de mon employeur, accompagnant une autre lettre qu'il avait reçue et qu'il n'avait pas ouverte. « Cela vient de l'école de Miles, m'écrivait-il. Lisez et arrangez-vous avec le directeur. Mais ne m'en dites rien, je ne veux pas en entendre parler. » J'ai ouvert la lettre avec inquiétude. J'aurais mieux fait d'attendre le matin, car sa lecture m'a causé une nuit d'insomnie. Il fallait que je me confie à Mrs. Grove. Je l'ai fait le plus tôt possible. Le garçon est renvoyé de son école. Mais ce sont les vacances, mademoiselle. Il ne s'agit pas de cela. Il se peut qu'il n'y retourne plus du tout. Ils ne le reprendront pas. Il s'y refuse catégoriquement. Mais qu'a-t-il fait? Il ne donne aucune raison précise. Il déclare seulement ne pas pouvoir le garder. Qu'est-ce que cela signifie? Comment pourrais-je le savoir, mademoiselle? Cela ne peut signifier qu'une seule chose. Qu'il est une menace pour les autres. Maître Miles? Lui, une menace? Oui, pour ses pauvres petits camarades innocents. C'est affreux de dire des choses aussi méchantes. Il a tout juste 10 ans. En effet, cela paraît incroyable. Vous n'y croirez pas quand vous le verrez. Ou alors vous pourriez aussi bien le croire de la petite Flora. Vous voulez dire que vous ne l'avez jamais vu faire de vilaines Je choses? ne dis pas cela. Hein. Un garçon qui n'en fait jamais... N'est pas un vrai garçon, c'est cela? Mais de là à contaminer, À contaminer? à corrompre. Vous avez peur qu'il vous corrompe, mademoiselle? Et l'autre gouvernante, est-ce qu'elle avait vu quelque chose de mal en lui? Elle ne me l'a jamais dit et elle n'est plus là pour vous le dire. Est-ce qu'elle est morte ici? Non, elle est partie et elle n'est plus revenue. Le maître m'a fait savoir qu'elle était morte. Mais de quoi? Le maître ne l'a pas dit. Miles enfin est arrivé. Et c'est avec un peu de retard que je l'ai accueilli à la grille du parc où la diligence l'avait laissé. En le voyant me guetter docilement, j'ai aussitôt ressenti en lui ce grand éclat de fraîcheur, ce net parfum de pureté qui m'avait tant frappé dans sa petite sœur. Il était incroyablement beau. En sa présence, toute inquiétude était balayée par un élan de tendresse passionnée. Il rayonnait d'un étonnant petit air de ne connaître rien d'autre au monde que l'amour. Je n'ai donc pu qu'être révoltée par l'idée de l'horrible lettre que j'avais enfermée à clé dans un tiroir de ma chambre. Et dès que j'ai pu échanger un mot avec Mrs. Grove, je lui ai affirmé que leur accusation était grotesque. Alors qu'allez-vous leur répondre? Rien. Et qu'allez-vous dire au maître? Ce qu'il m'a demandé de lui dire. Rien. Et au petit lui-même? Rien. Les fins de ces longs après-midi de juin me laissaient une grande heure libre. Je me promenais dans le parc. Une des pensées qui me venait alors était que ce serait charmant de rencontrer soudain quelqu'un. Quelqu'un apparaîtrait au détour d'un sentier et se planterait devant moi pour m'adresser un sourire approbateur. Et je reconnaîtrais ainsi le visage avenant et radieux de mon employeur. Alors je me suis arrêtée net en émergeant d'une pépinière. Ce qui m'a figé sur place, c'est la sensation que mon idée avait, en un éclair, pris une forme réelle. Il était là, mais en hauteur, de l'autre côté de la pelouse, au sommet de la tour où la petite Flora m'avait menée le premier matin. Et ce n'était pas lui.
Le personnage qui se penchait vers moi ne ressemblait à rien de ce que je pouvais connaître. Tout a paru frappé de mort à l'instant même où je l'ai aperçu. Les feuillages sont devenus immobiles. Les freux ont cessé de croasser dans le ciel doré. Mais mon regard n'en a eu que plus d'intensité. L'homme qui m'observait du haut des créneaux était aussi net qu'un tableau dans son cadre. C'était un inconnu, mais il m'a semblé être un familier des lieux. Peut-être du fait qu'il ne portait pas de chapeau. Puis il a lentement changé de position, en frôlant de sa main les rebords. J'ai eu la vive sensation que durant ce déplacement, il ne m'a pas quitté des yeux. Il s'est arrêté un instant à l'autre extrémité, en ne cessant pas de me fixer durement, et il a disparu. Et puis, il y a eu un dimanche matin où il a plu si fort qu'il nous a été impossible de nous rendre à l'église. En fin de journée, la pluie a cessé, et j'ai décidé de me rendre aux Vêpres avec Mrs. Grove. En attendant qu'elle descende, je suis restée dans ce qu'on appelait à Bly la grande salle à manger. J'ai tourné les yeux vers la fenêtre pour vérifier que le soleil perçait dans un ciel encore gris. Alors j'ai découvert un visage qui, de l'extérieur, me regardait à travers la vitre. Je l'ai aussitôt reconnu. C'était le personnage de la tour. Il m'apparaissait donc, je ne dirais pas avec une plus grande précision, car c'était impossible, mais dans une plus grande proximité. Cependant, il s'est produit quelque chose de nouveau. Son regard scrutateur était aussi profond et dur que la première fois, mais ses yeux se sont détachés de moi pour se promener dans la pièce. Et j'ai ainsi compris que ce n'était pas pour moi qu'il était venu. C'était pour quelqu'un d'autre. Je suis sortie en courant. J'ai franchi la porte. Je suis descendue dans l'allée. J'ai contourné aussi vite que possible la maison pour me trouver de l'autre côté de la vitre de la salle à manger. Mais je n'y ai rien vu. Mon visiteur avait disparu. Alors j'ai approché mon visage de la vitre, ainsi qu'il l'avait fait. À cet instant précis, Mrs. Grove est entrée dans la salle. Elle m'a aperçu comme je l'avais aperçu, lui. Et elle a blêmi comme j'avais blêmi. Et puis, comme moi, elle s'est précipitée dehors pour aller voir de l'autre côté de la vitre. Au nom du ciel, que se passe-t-il? Que voulez-vous dire? Vous étiez livide, vous aviez une mine à faire peur. Eh bien, c'est parce que j'ai eu peur. De quoi? D'un homme que j'ai vu comme vous m'avez vu, dehors, à travers la vitre. Qui était-ce? Je n'en ai pas la moindre idée, mais je l'ai reconnu. Vous l'aviez déjà vu? Oui, une fois, il y a une semaine, au sommet de la tour. C'est quelqu'un du village? Un monsieur de la ville? Ce n'est pas un paysan et ce n'est pas un monsieur. Il ne porte pas de chapeau. Il a des cheveux roux, des boucles serrées, un teint pâle, un long visage aux traits réguliers et des favoris également roux. Ses sourcils sont plus sombres, très fournis, bien dessinés et mobiles. Mais ses yeux sont fixes, assez petits, avec un regard perçant et magnétique. Sa bouche est large, ses lèvres sont minces, son menton est ferme et soigneusement rasé. Il est grand, il est vif, il se tient droit. Ses vêtements sont élégants, mais on devine qu'ils ont déjà été portés. Ce ne sont pas les siens. Ce sont ceux du maître. Vous le connaissez? Quint. Quint? Peter Quint. Son valet, quand il était ici. Quand le maître était ici? Il ne portait pas de chapeau, mais il portait... Eh bien, il y avait des gilets qui manquaient. Tous les deux étaient ici, l'année dernière. Et puis le maître est parti et Quint est resté seul. Comment cela, seul? Seul, avec nous. Et lui aussi a fini par partir.
Par partir où? Dieu seul le sait, il est mort. Mort? Oui, Quint est mort. Bon, il est temps d'aller aux vêpres, mademoiselle. Je ne pense plus aux vêpres. La brave femme n'avait rien vu. Pas l'ombre d'une ombre. Personne dans le parc ni dans la maison, sinon moi-même. Pourtant, elle a accepté, sans contester ma santé d'esprit, la vérité telle que je la lui présentais. Par conséquent, nous avons décidé d'affronter ensemble ce que j'avais vu. C'était une étrange association, aussi étrange que mes visions. Et pourtant, rien n'était plus naturel que la façon dont nous nous accordions. Vous m'avez déclaré qu'il cherchait quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre que vous. Il cherchait le petit Miles. Comment le savez-vous? J'en suis certaine. Et vous aussi, ma chère. Mais alors, s'il le voit, C'est ce qu'il veut. ce que veut l'enfant? Dieu nous en préserve. Ce que veut cet homme, ce que veut le mort, il veut leur apparaître. Je suis surprise que Miles ne m'ait jamais parlé de lui. Ah, ne le tourmentez pas. Vous m'avez affirmé qu'ils étaient de grands amis. Oh non, pas le petit. C'était Quint qui se le figurait. Pour jouer avec lui, pour le gâter. Quint était beaucoup trop libre. Trop libre avec mon garçon. Trop libre avec tout le monde. Vous voulez dire qu'il était ostensiblement mauvais? Pas ostensiblement, pas aux yeux de tout le monde. Mais moi, je le voyais. Mais le maître ne le voyait pas. Vous ne l'avez pas averti? Non, il déteste qu'on se plaigne. Du moment que tout va bien pour lui, il ne veut pas entendre parler du reste. C'est le lendemain matin que Mrs. Grove m'a donné d'autres éléments sur cette période maléfique. Un laboureur, se rendant tôt au champ, avait trouvé par une aube d'hiver Peter Quint raide mort dans un fossé près du village. Je comprenais mieux ma tâche maintenant. J'étais venue protéger de petits êtres adorables. Ils n'avaient personne d'autre que moi, et moi, eh bien moi, je n'avais rien d'autre qu'eux. Nous étions ensemble, coupés de tout. Un après-midi, je me suis promenée seule avec Flora. Nous avions laissé Miles dans la maison, assis sur le coussin rouge d'une profonde embrasure de fenêtre et plongé dans une lecture. En chemin, je me suis une fois encore aperçue à quel point Flora parvenait, comme son frère, à me laisser tranquille sans paraître m'abandonner et à m'accompagner sans s'accrocher à moi. Nous sommes arrivés au bord de l'étang. Et comme nous nous étions mis à étudier la géographie, cet étang était censé être la mer d'Azov. Les vieux arbres, les épais buissons, formaient une ombre profonde. Mais tout semblait limpide dans cette heure chaude et tranquille. Mon regard était baissé sur un travail de couture que j'avais emporté pour m'occuper. Aujourd'hui encore, je sens le spasme de mon brusque effort pour ne pas lever les yeux tout de suite et pour me calmer avant de décider quoi faire. Je sentais qu'il y avait une présence en vue. Dans un surcroît d'effort, je me suis tournée vers Flora. Elle avait ramassé un bout de bois, un morceau plat avec un trou au milieu. Elle essayait d'y planter une brindille pour en faire un bateau avec un mât. Alors j'ai déplacé mon regard. Et j'ai découvert ce que Flora avait vu, lui faisant des signes, sur l'autre rive de la mer d'Azov. Après cela, j'ai retrouvé Mrs. Grove dès que j'ai pu. Je m'entends encore sangloter en me jetant dans ses bras. Ils savent. C'est trop monstrueux. Ils savent. Ils savent. Quoi donc? Eh bien, tout ce que nous savons, et Dieu sait quoi d'autre encore. Tout à l'heure, au bord de l'étang, Flora a vu.
Elle vous l'a dit? Pas un mot. Voilà l'horreur. Elle a gardé cela pour elle. Une enfant de 8 ans. Alors comment le savez-vous? J'ai vu ce que la petite avait vu. Vous voulez dire... lui? Non. Elle. Une femme en noir. Une inconnue. De l'autre côté de l'étang. Une inconnue? Inconnue de moi, mais pas de Flora. Et pas de vous. Celle qui m'a précédée. Celle qui est morte. Miss Jessel? Miss Jessel. Vous ne me croyez pas? Demandez-le donc à Flora. Non, ne lui demandez pas, elle vous mentira. Elle ne veut pas que je sache. Elle aime peut-être cela. Comment le savez-vous? Parce que je l'ai vue supporter ce que j'ai vu. Le regard dévorant fixé sur elle, d'une femme en tenue de deuil, très austère, belle, très belle, mais infecte. Miss Jessel était infecte. Vous reconnaissez donc que c'était elle? Ils étaient tous les deux infects. Je dois savoir maintenant. Allons. Il y avait quelque chose entre eux. Il y avait tout. Mais elle, c'était une dame. Et lui était tellement plus bas. C'était une canaille. Il faisait ce qu'il voulait. Avec elle? Avec les enfants aussi. La pauvre femme. Elle a payé pour ça. Vous savez donc de quoi elle est morte? Non. Et je suis bien contente de ne pas le savoir. Mais j'ai imaginé. Et j'imagine encore. Et ce que j'imagine est effrayant. Pas aussi effrayant que ce que vous me poussez à imaginer. Je n'y arriverai pas. Je n'arriverai pas à les protéger, ni à les sauver. C'est bien plus terrible que je le craignais. Ils sont perdus. Quand je suis retournée auprès de mes élèves, Flora a levé vers moi un regard doucement interrogateur. Elle m'a déclaré que j'avais l'air de quelqu'un qui avait pleuré. En plongeant dans les profondeurs bleues des yeux de cette petite, comment pouvais-je me sentir capable d'y distinguer les signes du mensonge ou de la ruse? Et puis, il y a eu une nuit après laquelle mon histoire me semble rétrospectivement n'être devenue que pure souffrance. Je lisais couché, à la lueur de 2 chandelles. Flora dormait dans ma chambre. Un rideau blanc enveloppait son petit lit. Soudain, en tournant une page, j'ai senti que mon attention se détournait. J'ai brusquement levé les yeux. Un léger souffle remuait le store à moitié tiré devant la croisée ouverte. J'ai posé mon livre, j'ai bondi dans mon lit, j'ai pris une chandelle, je suis sortie dans le couloir obscur, j'ai refermé et verrouillé la porte derrière moi. L'aube faisait pointer ses premières et froides lueurs. Un personnage se dessinait dans l'escalier, sur le palier du milieu. Il s'est arrêté net et m'a fixé exactement comme il l'avait fait du sommet de la tour et derrière la vitre de la salle à manger. Peter Quint me reconnaissait autant que je le reconnaissais. C'était une présence vivante, dangereuse, abominable, phénoménale. Mais le plus étonnant phénomène a été la brusque disparition de ma peur. Plus rien en moi ne reculait devant l'affrontement. Je suis retournée dans ma chambre. Aussitôt, j'ai senti que le petit lit de Flora était vide. Le rideau pourtant était tiré. Je m'y suis précipitée. Mon agitation a provoqué la réponse d'un bruit. J'ai perçu un mouvement du store, et l'enfant, la tête basse, est lentement descendue du rebord de la fenêtre. Elle s'est arrêtée, toute fraîche dans sa petite chemise de nuit, avec ses pieds nus et roses, et ses boucles luisantes et dorées.
Elle avait un air profondément grave. Et le reproche qu'elle m'a adressé m'a plus que jamais désemparée. Méchante, où étiez-vous passé? Tu cherchais à me voir par la fenêtre? Tu pensais que je me promenais dans le jardin? Eh bien, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un dans le jardin. Et tu as vu quelqu'un? Oh non! Pourquoi as-tu tiré le rideau? C'était pour me faire croire que tu étais encore couché? C'est parce que je ne voulais pas que vous ayez peur. Mais puisque tu pensais que j'étais sortie... Oh mais, ma chère, vous pouviez revenir, vous savez? Et vous êtes bien revenue. J'ai remis Flora au lit et j'ai attendu qu'elle s'endorme. Alors je suis revenue sans bruit à l'endroit où j'avais vu Peter Quint. Il n'y était plus, mais à sa place se trouvait une femme assise dans l'escalier, me présentant le dos, le corps à demi penché, la tête entre les mains, comme en pleine affliction. À peine l'avais-je vue qu'elle a disparu, sans se retourner. Je suis allée me recoucher et j'ai sombré dans le sommeil en laissant brûler une chandelle. Puis, je ne sais à quelle heure, je me suis réveillée en sursaut. La chandelle était éteinte. J'ai aussitôt senti que c'était Flora qui l'avait soufflée. Je me suis approchée de son lit. Il était vide. De nouveau, Flora s'était postée derrière le store, à la fenêtre ouverte. Ce qu'elle contemplait, dans le jardin, par un beau clair de lune, ne pouvait être que la femme que je venais de surprendre dans l'escalier, la même que celle qui lui avait fait des signes sur l'autre rive de l'étang. Je suis ressortie dans le couloir. Passant devant la chambre de Miles, et comme sous le coup d'une impulsion aveugle, j'y suis entrée. Il était assis sur son lit, dont les draps n'étaient même pas défaits. Les rayons de lune découpaient sa silhouette d'une manière surnaturelle. Il était tout habillé. Alors, m'asseyant à côté de lui, j'ai posé mes mains sur ses petites épaules pour le soumettre au feu de mes questions. Tu dois tout me dire maintenant. Toute la vérité. Pourquoi ne t'es-tu pas couché? Que faisais-tu dehors? Si je vous dis pourquoi, est-ce que vous comprendrez? Dis-le. Eh bien, c'était pour vous donner raison de le penser. De penser quoi? De penser que je suis méchant. Et à quelle heure es-tu sorti? À minuit. Quand je veux être méchant, je choisis mon heure. Et comment pouvais-tu être sûr que je m'en apercevrais? Je me suis arrangée avec Flora. Je lui ai dit de se lever pour regarder dehors. J'étais certain que ça vous ferait sortir, pour aller vous aussi regarder. Et vous avez vu. Ce n'est pas toi que j'ai vu. C'est seulement ici que je te vois. Et pour cela, tu as risqué d'attraper la mort la nuit dans le jardin. Oui, mais sinon, comment aurais-je pu être assez mauvais? L'été reculait, l'été s'en allait. L'automne s'abattait sur Bly, faisant baisser les lumières. Le domaine, avec son ciel gris et ses guirlandes flétries, ses espaces nus et ses tapis de feuilles mortes, était comme un théâtre après le spectacle, jonché de programmes froissés. Des rumeurs traînaient dans le silence, d'indicibles vibrations du drame passé, qui formaient en elles-mêmes un drame présent. Un matin, nous nous sommes rendus à pied à l'église, Miles tenant ma main et Flora celle de Mrs. Grove, devant nous, bien en vue. C'était, pour la première fois depuis longtemps, une journée radieuse et fraîche. Il avait légèrement gelé dans la nuit, et le son des cloches était presque joyeux dans l'air vif et limpide d'octobre. J'avais un peu l'impression d'avoir épinglé le garçon à mes jupes et de me prémunir ainsi contre le danger d'une rébellion. Curieusement,
C'est au moment même où je me demandais comment je pourrais l'affronter que le basculement s'est irrémédiablement produit. Dites donc, ma chère. Savez-vous quand diable je vais retourner à l'école, s'il vous plaît? Car vous savez, ma chère, que pour un garçon, être toujours avec une dame... Et toujours avec la même dame, veux-tu dire, n'est-ce pas? Oh, bien sûr, c'est une dame drôlement parfaite. Mais tout de même, vous ne pensez pas? Je suis un garçon qui... Eh bien, qui grandit. Oui, tu grandis. Et vous ne pouvez pas dire que je n'ai pas été terriblement gentille, n'est-ce pas? Non, je ne peux pas dire cela, Miles. Sauf l'autre nuit, L'autre nuit? quand je suis descendue. Quand je suis sortie de la maison, pour vous montrer que je pouvais faire ce genre de choses. Et je le peux encore. J'en suis certaine. Et tu ne le feras pas. Non. Pas la même chose. Ça, ce n'était rien. Alors, quand est-ce que je vais y retourner? Est-ce que tu étais heureux à l'école? Oh, je peux être heureux partout. Eh bien, alors, si tu peux être heureux ici... Ah, mais il n'y a pas que cela. Je veux mieux connaître la vie. Je veux être avec des gens comme moi. Il n'y en a pas beaucoup comme toi, Miles. Sauf peut-être cette chère petite Flora. Vous trouvez vraiment que je suis comme Flora? Vous me comparez à une fillette. Est-ce que mon oncle le sait, lui? Est-ce qu'il sait quoi, Miles? Eh bien, la façon dont je grandis. Je ne crois pas que ton oncle s'y intéresse beaucoup. Il ne s'intéresse donc pas à toutes ces choses que vous pensez. Comment peux-tu savoir ce que je pense? Ah, bien sûr. Je ne peux pas le savoir. Car j'ai l'impression que vous ne dites jamais rien. Vous dites beaucoup de choses. Mais les choses que vous pensez, vous ne les dites pas. Ton oncle ne veut pas en entendre parler, Miles. Oh, quelqu'un pourrait bien lui en parler. Et qui donc? Eh bien, moi. Miles s'est détaché de moi pour entrer dans l'église. J'étais trop accablée pour le suivre. Pour la première fois depuis son arrivée à Bly, j'avais envie de le fuir. Je suis restée dehors, près du grand vitrail oriental. J'ai entendu les échos de l'office. Je pouvais mettre fin à mon épreuve en fuyant pour de bon. Il n'y aurait eu personne pour m'arrêter. Mais, pour le moment, je me suis réfugiée dans la maison. Machinalement, je me suis dirigée vers la salle de classe, où se trouvaient certaines affaires que j'aurais à emporter si je partais. Ce que j'y ai vu a bouleversé mes décisions. C'était, à la clarté de midi, une femme assise à mon pupitre, la tête entre les mains, les coudes appuyés, étrangement immobile. À mon entrée, elle s'est levée, non comme si elle m'avait entendu, mais avec une indifférence, un détachement d'une infinie mélancolie et, à une douzaine de pas de moi, s'est ainsi dressée ma ville devancière. Tragique et déshonorée, elle était tout entière devant moi. Sombre comme la nuit dans sa robe noire, avec sa beauté hagarde et son ineffable chagrin, elle m'a regardé assez longuement pour paraître affirmer qu'elle avait autant que moi le droit de s'asseoir à cette table qui avait été la sienne. Et j'ai eu la sensation glaçante que c'était moi l'intruse. Puis, tandis que je la contemplais et la fixais dans ma mémoire, l'affreuse image s'est estompée. Je m'étais ressaisie et j'avais purifié l'atmosphère. Le temps avait changé. Un vent violent soufflait dehors, et sous la lampe dans ma chambre, avec Flora assoupie à côté de moi,
Je suis restée longtemps devant une feuille blanche, à écouter les cinglements des rafales de pluie. Finalement, j'ai pris une chandelle et je suis sortie. J'ai longé le couloir et j'ai tendu l'oreille à la porte de la chambre de Miles. Aussitôt, sa voix claire m'a lancé un ordre auquel je n'ai pu qu'obéir. « Dites donc, vous, là-bas, entrez !» Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Comment savais-tu que j'étais là? Eh bien, je vous ai entendu naturellement. Vous vous imaginez ne faire aucun bruit? Vous êtes comme une troupe de cavalerie. Tu ne dormais donc pas? Pas vraiment. Je réfléchissais. À quoi réfléchissais-tu? À quoi, sinon à vous, ma chère? À la façon dont vous m'éduquez. Et à tout le reste. Qu'entends-tu par tout le reste? Oh, vous le savez bien. Vous le savez bien. Tu retourneras à l'école si c'est cela qui te tourmente. Mais pas à l'ancienne école. Nous devons en trouver une autre, une meilleure. Avant ce matin, tu ne m'as jamais parlé d'école, mon petit Miles. Tu ne m'as jamais parlé de tes anciens maîtres, de tes anciens camarades. Tu ne m'as pas donné la moindre idée de ce qui avait pu se passer là-bas. Tu semblais content d'être ici. Je veux m'en aller. Tu es fatigué de Bly? Non, j'aime Bly. Eh bien alors, Oh, vous savez parfaitement ce que veut un garçon. tu veux aller chez ton oncle? Ah, vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça. Mon petit, je ne cherche pas à m'en sortir. Vous ne le pourriez pas, même si vous le vouliez. Il faut que mon oncle vienne et que vous régliez tout ensemble. Alors tu peux être sûr que ce sera pour te faire partir. Il y a certaines choses qu'il va te demander. Les choses que tu ne m'as jamais dites. Afin de décider quoi faire de toi. Il ne peut pas te faire Je retourner... ne veux pas y retourner. Je veux un nouveau terrain. Cher petit Miles. Cher petit Miles. Et alors, chère vieille mademoiselle, N'y a-t-il vraiment rien? Rien du tout? Que tu veuilles me dire? je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit ce matin. J'ai commencé d'écrire une lettre à ton oncle. Eh bien alors, finissez-la. Cher petit Miles. Cher petit Miles. Si tu savais à quel point je désire t'aider. C'est seulement ça. Ce n'est rien d'autre que ça. Et je préférerais mourir plutôt que de te faire du mal ou du tort. Je préférerais mourir plutôt que de toucher à un seul cheveu de ta tête. Cher petit Miles, je veux seulement que tu m'aides à te sauver. Une brusque rafale d'air froid a balayé la pièce comme si la violence du vent avait fracassé les vitres. Le garçon a poussé un long hurlement perçant qui s'est perdu dans le reste de la tourmente. Nul n'aurait pu dire si c'était un cri de jubilation ou de terreur. J'ai bondi en me rendant compte que nous étions dans les ténèbres. Les rideaux tirés n'avaient pas bougé. La fenêtre était intacte. Mon Dieu, la chandelle s'est éteinte! C'est moi qui l'ai soufflé, ma chère. Le lendemain, après le dîner, Miles s'est avancé vers moi pour me demander si je n'aimerais pas qu'il me fasse de la musique. Bien sûr, je n'ai pas pu résister et il m'a pris par la main pour me conduire dans la salle de classe. Il s'est installé devant le vieux piano et il s'est mis à jouer d'une manière prodigieuse, comme s'il était devant le public le plus exigeant. À ceux qui estimeraient qu'il aurait mieux fait de donner des coups de pied dans un ballon, je répondrai que je suis parfaitement d'accord avec eux. Car au bout d'un moment, sous l'influence de son jeu, j'ai eu la sensation de m'être endormie. Pourtant, je ne m'étais même pas assoupie. J'avais fait bien pis. J'avais oublié mes responsabilités. Où était passée Flora durant tout ce temps? J'ai posé la question à Miles.
Comment puis-je le savoir? Je me suis précipitée dans ma chambre, mais sa sœur n'y était pas. Puis j'ai jeté un coup d'œil dans d'autres pièces. Ne la trouvant nulle part, je suis descendue dans la cuisine pour interroger Mrs. Grove. Elle non plus n'avait pas vu Flora. Elle doit être en haut à se promener dans les chambres. Non, elle n'y est pas. Elle est ailleurs. Elle est allée la rejoindre. Vous voulez dire Miss Jessel? Oui, Miss Jessel. Et où est Maître Miles? Oh, lui, il est avec Quint. Ils sont dans la salle de classe. Le tour est joué. Ils ont parfaitement combiné leur plan. Il a inventé le meilleur moyen de le distraire pendant que sa sœur sortait. Vous le laissez seul dans la salle de classe? Seul avec Quint? Oui, ça m'est égal maintenant. Avez-vous écrit à leur oncle, mademoiselle? Oui, j'ai écrit. La lettre est posée sur la table du vestibule pour qu'on l'emporte à la poste. Mais venez. La brave femme m'a docilement suivie. Je ne lui ai pas dit où je dirigeais nos pas, mais elle n'a pas été longue à le deviner. Vous allez vers l'étang, mademoiselle. Je vais là où l'autre jour, j'ai vu ce que Flora a nié avoir vu. Je suis certaine qu'elle a voulu y retourner. Et son frère lui en a donné l'occasion. Et si la petite est là-bas, Miss Jessel y sera aussi? Sans aucun doute. Nous approchions de l'étang. Ma compagne a poussé un soupir de soulagement en découvrant avec moi que Flora n'était pas en vue. Je l'ai vite détrompée. Non, attendez. Elle a pris la barque. Elle l'a prise pour traverser. Et puis elle l'a cachée. Toute seule, cet enfant? Elle n'est pas seule. Et puis en des moments pareils, ce n'est pas une enfant. C'est une très vieille femme. Nous avons contourné l'étang, avec peine, par un chemin sinueux, empli de broussailles. Alors nous avons trouvé la barque. Elle était dissimulée du mieux possible, attachée au pied d'une barrière qui s'avançait au bord de l'eau. Au-delà de cette barrière, dans un espace dégagé, nous avons enfin vu ce que je cherchais. Flora était debout, immobile sur l'herbe. Elle souriait comme une actrice en fin de spectacle. Elle s'est soudain penchée pour ramasser une vilaine touffe de fougères fanées, avec l'air de n'être venue que dans ce but. Je me suis avancée. Elle n'a pas cessé de sourire à mon approche. Mais elle a brusquement lâché son absurde bouquet. Puis, avant même que je ne parle, et pour m'empêcher de le faire la première, elle m'a posé une question directe, aussi directe que le regard qu'elle m'a planté dans les yeux. Et alors? Où est Miles? Je te le dirai si toi tu me dis. Si je vous dis quoi? Où se trouve Miss Jessel, mon trésor? Elle est là! Elle est là! Miss Jessel se trouvait sur la rive opposée, exactement comme je l'y avais déjà vue. Elle était là, et j'étais justifiée. Elle était là, et donc je n'étais ni sournoise ni folle. Elle était là pour la pauvre Mrs. Grove. Elle était là surtout pour Flora. Mais il n'y avait aucune crispation sur le petit visage rose de Flora, ni le moindre mouvement des yeux dans la direction que j'indiquais. Elle fixait sur moi un regard dur, calme et sévère, qui semblait me dénoncer et la transformer à son tour en présence menaçante. Et cela, plus que jamais,
m'a convaincue qu'elle voyait parfaitement l'apparition. Elle est là, petite malheureuse. Et tu la vois, aussi bien que tu me vois. J'aurais pu obtenir sa réponse si Mrs. Grove ne s'était pas jetée sur elle pour étreindre passionnément son petit corps tendre et docile. Elle n'est pas là, ma chérie. Tu n'as rien vu, mon poussin. Comment pourrais-tu voir la pauvre Miss Jessel alors que la pauvre Miss Jessel est morte et enterrée? Nous le savons, nous. N'est-ce pas, mon amour? C'est une simple erreur. C'est de la nervosité. C'est un jeu. Nous allons rentrer tout de suite à la maison. Oui. Emmène-moi loin d'elle. Loin de moi? Je ne vois personne. Je n'ai jamais vu personne. Vous êtes méchante. Je vous aime pas. C'est la preuve de ce que j'ai su dès le début. Bien sûr, je t'ai perdu. J'ai voulu t'arracher à elle, alors elle s'y est opposée, de l'autre côté de l'étang. Et tu lui as obéi. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Cette nuit-là, Flora est restée auprès de Mrs. Grove. Le lendemain matin, très tôt, la brave femme est venue dans ma chambre pour m'apporter les pires nouvelles. La petite n'avait pas dormi. Elle s'était agitée jusqu'à l'aube, terrifiée à l'idée, non pas que Miss Jessel reparaisse, mais que je revienne. Est-ce qu'elle s'obstine à opposer sa propre sincérité à la mienne? Oh, je la vois d'ici. Elle se scandalise dans sa grandeur, qu'on mette en doute sa sincérité et pour ainsi dire sa dignité. Je l'ai démasquée. Elle ne me le pardonnera pas, elle ne me parlera plus jamais. Oui, mademoiselle. Je crois en effet qu'elle ne vous parlera plus. J'ai entendu dans la bouche de cette petite des horreurs. Elle a prononcé des mots atroces. Je ne sais pas où elle a bien pu les ramasser. Je le sais, moi, où elle les a ramassés. Vous avez affaire à la petite créature la plus rusée du monde. Ces deux enfants ont été rendus plus rusés que nature par Miss Jessel et par Peter Quint. Oh, c'était un merveilleux matériau à travailler. Flora a désormais trouvé une raison de se plaindre. Elle va me dénoncer à son oncle. Vous devez emmener cette petite. Il faut que vous la conduisiez chez son oncle. Pour qu'elle vous dénonce? Pour que je sois libre d'appliquer mon remède. Je vais encore tenter ma chance avec Miles. Allez-vous-en avec Flora dès que possible et laissez-moi seule avec lui. Il y a bien sûr une précaution à prendre. Il ne doit voir en aucun cas sa sœur avant qu'elle ne s'en aille. Et puis leur oncle aura lu ma lettre. Il ne la lira pas, mademoiselle. Votre lettre n'est pas partie. Maître Miles... Vous voulez dire qu'il l'a prise? Vous l'avez vu faire? Il l'a prise pour la lire et pour la détruire, c'est cela? Maintenant, j'ai compris ce qu'il a dû faire à l'école. Il a volé. Il a volé des lettres. Peut-être. Peut-être. Mais allez-vous-en. Partez avec Flora. Je vais le faire parler. Il va me répondre. Il va avouer. Et s'il avoue, il est sauvé. Une lumière brillait dans notre solitude partagée. Elle m'indiquait l'aide que je pouvais obtenir de l'intelligence supérieure de Miles. Pourquoi cette intelligence lui avait-elle été donnée, sinon pour le sauver? C'était proprement comme s'il me montrait le chemin, en face de moi, dans la grande salle à manger. La table était servie. Il est resté un moment debout, les mains dans les poches, les yeux fixés sur le rôti de mouton, comme s'il allait le commenter. Mais il a dit tout autre chose. Dites donc, ma chère, est-ce qu'elle est vraiment très malade? Ta petite sœur? Pas au point de ne pas pouvoir voyager.
Londres va la rétablir. Bligh a cessé de lui convenir. Assieds-toi et sers-toi du rôti. Notre dîner a été des plus brefs. Miles s'est ensuite levé et, me présentant le dos, les mains de nouveau dans les poches, il a regardé par cette même grande fenêtre derrière laquelle j'avais vu apparaître le visage de Peter Quint. Et puis il m'a parlé, sans se retourner. Eh bien, nous voilà seuls, n'est-ce pas? J'espère que ça ne vous ennuie pas. Mon cher petit, comment est-ce que ça pourrait m'ennuyer? J'avais peut-être renoncé à exiger ta présence, mais elle me fait quand même un grand plaisir. Sinon, pourquoi serais-je restée? Vous restez seulement pour ça? En effet, je reste en ami. Ne sois pas surpris. Je suis prête à tout pour toi. Tu n'as pas oublié que je te l'ai déjà dit durant cette nuit d'orage. Je ne l'ai pas oublié. Et j'ai pensé que vous vouliez seulement me pousser à faire quelque chose pour vous. Vous vouliez que je vous dise quelque chose. C'est pour cela que vous êtes resté? Eh bien, oui. Autant te parler à cœur ouvert. C'est exactement pour cela. Vous voulez vraiment que je le fasse ici? Tout de suite? Tu as donc tellement envie d'aller dehors? Terriblement. Ensuite, je vous dirai tout. Je vous raconterai tout ce que vous voudrez. Vous resterez avec moi. Nous nous entendrons très bien. Je vous dirai tout. Je ne te demande pas tout de suite. Je ne veux d'abord savoir qu'un simple petit bout. Dis-moi si, hier après-midi, sur la table du vestibule, tu as pris, tu sais, ma lettre. Avant même que j'aie terminé ma phrase, un coup m'a fait bondir de ma chaise. Je me suis précipitée sur Miles. Je l'ai violemment saisi dans mes bras pour lui faire tourner le dos à la fenêtre. Peter Quint était de l'autre côté de la vitre. Il y appliquait son visage blanc de damné pour darder son regard haineux dans la pièce. C'était comme lutter avec un démon pour exorciser un possédé. Je me suis aperçue que le possédé que je serrais contre ma poitrine avait une pure rosée de sueur sur son adorable front enfantin. Oui, c'est moi qui l'ai prise. Pourquoi l'as-tu prise? Pour voir ce que vous disiez de moi. Tu as ouvert ma lettre? Je l'ai ouverte. J'ai de nouveau dirigé mes yeux vers la fenêtre. Le spectre s'était estompé. Il n'y avait plus rien. L'air était purifié. J'ai senti que j'avais gagné et que j'allais sûrement tout obtenir. Et tu n'y as rien trouvé? Rien. Rien. Et alors, qu'as-tu fait? Je l'ai brûlée. Et qu'as-tu fait à l'école? À l'école? Est-ce que tu as volé des lettres? Est-ce que tu les as brûlées? Non, je n'ai pas volé. Alors, qu'as-tu fait? J'ai dit des choses. Quelles choses? À qui les as-tu dites? Je ne sais pas. Tu les as dites à tous tes camarades alors? Non, seulement à ceux qui me plaisaient. Et quelles étaient ces choses? Soudain, contre la vitre, comme pour empêcher l'aveu de Miles, est reparu le hideux responsable de mon combat. J'ai vacillé devant l'effondrement de ma victoire. J'ai repris Miles dans mes bras, à l'en étouffer. Et je me suis mise à hurler. Plus jamais! Plus jamais! Plus jamais! Est-ce qu'elle est là? Est-ce que vous la voyez encore une fois? Miss Giselle?
Ce n'est pas Miss Tyrcell. Mais c'est là, derrière la vitre, cet horrible monstre. C'est lui? Qui veux-tu dire par lui? Dis-le. Peter Quinn, espèce de démon. Mais où? Quelle importance maintenant, mon chéri? Est-ce que ça aura jamais de l'importance? Je t'aime, moi. Et lui, il t'a perdu pour toujours. Miles avait tourné la tête. Il regardait dehors, les yeux dilatés, et il ne voyait que le jardin désert et immobile. Sous le coup de mon triomphe, j'ai poussé le grognement d'une bête devant un abîme, et mon étreinte aurait pu avoir pour seul but de le retenir dans sa chute. Oh, comme je l'ai étreint. Puis, au bout d'un moment, j'ai senti ce que je serrais vraiment contre ma poitrine. Nous étions seuls dans le silence du crépuscule, et son petit cœur, dépossédé, avait cessé de battre. C'était Le Tour d'écrou d'Henry James, dans une adaptation de Jean Pavant, d'après sa propre traduction. Avec Thibaut de Montalembert, Douglas, Marina Moncade, la narratrice, Elsa Dupuis, la gouvernante, Yolande Folliot, Mrs. Grove, Agathe Le Bourdonnec, Flora, et Camille Garcia, Miles. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son et mixage, Stéphane Desmond. Assistance technique et montage, Ludovic Auger. Assistante à la réalisation, Clémence Grosse. Réalisation, Étienne Vallès. Le Tour d'écrou d'Henry James est publié aux éditions Garnier-Flammarion.